Donc permettez-moi d'abord, chers amis, de vous confirmer les meilleurs vœux du conseil d'administration, que je vous ai déjà adressé par courriel, sauf erreur, mon ami Claude Gernaud va me le confirmer. Que l'année 2019, donc, vous garde tous en bonne santé, vous apporte toutes les satisfactions professionnelles et familiales que vous pouvez souhaiter, et nous amène le plus souvent possible à nous trouver toujours aussi nombreux et si possible plus nombreux encore. Nous avons besoin d'adhérents pour que notre forum soit riche. Je compte donc vous voir fidèlement, comme en 2018, sans oublier, s'il vous plaît, de payer vos cotisations 2019. Excusez-moi de rappeler ce détail. À partir d'aujourd'hui, sans faute. Et je puis vous assurer que le conseil d'administration s'efforcera, comme depuis une dizaine d'années, de vous proposer les meilleurs conférenciers. Et bien c'est le cas ce soir. Notre forum devient d'ailleurs, chers amis, un forum d'ambassadeurs, puisqu'après avoir accueilli François Nicoulot, ancien ambassadeur de France en Iran, qui nous a d'ailleurs parlé de l'Iran, sous le titre de Turban et la bombe, après avoir accueilli Claude Martin sur la Chine, et avant d'accueillir le 24, ce sera au Carré d'Art, Laurent Stefanini sur les relations entre la France et le Vatican, j'ai le grand honneur d'accueillir pour vous ce soir Yves Gazeau, ancien ambassadeur de l'Union européenne et actuel ambassadeur de l'Ordre souverain de Malte. Yves Gazeau est docteur d'État en sciences économiques, diplômé de l'Institut Sciences Po de Paris, également ancien élève en arabe littéraire de ce qu'on appelait alors l'école des langues orientales et qui est devenu aujourd'hui l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous avez commencé, cher Yves, votre carrière en 1970 dans le secteur privé chez Arthur Anderson, qui fut une très grande, sinon à l'époque d'ailleurs la plus grande, société d'audit et de conseil juridique, excellente école sur les affaires, très utile pour toute carrière publique ensuite, car elle donnait une vision formidable du secteur privé. Je rassure ceux qui vous écoutent, vous en étiez déjà partis depuis longtemps quand elle a été démantelée, à la suite du scandale Enron. Puis vous êtes entré à la FAO, d'où vous êtes passé à la Banque mondiale dans les années 80, quelle belle formation, prolongée et continuée par un troisième cycle à nouveau à Sciences Po sur le monde arabe. Une fois entré dans l'administration européenne, se sont succédés les postes d'ambassadeur de cette Union européenne auprès du Saint-Siège, en Éthiopie, en Jordanie, aux Philippines et au Yémen. Et entre-temps, vous aviez été chef de la représentation de la Commission européenne à Paris. Vous avez quitté, sauf erreur, vos fonctions en 2009, c'est ça? 2011. 2011, pardon. Puis comme vous aviez aussi représenté l'Union européenne auprès de l'ordre souverain des Chevaliers de l'Ordre de Malte, vous êtes entré dans cet ordre et vous en êtes aujourd'hui ambassadeur. Sans doute, nos amis seraient-ils intéressés d'ailleurs à ce que vous disiez éventuellement un mot sur une question à propos de cet ordre de Malte. Vous allez nous parler ce soir de l'Europe, ce qui me paraît tout à fait normal. Vous avez vous-même choisi pour titre de votre intervention « Europe Quo Vadis ». J'ai trouvé ce titre très pertinent, tiré des actes de Pierre l'apôtre. Celui-ci, vous vous en rappelez tous, a posé cette question à la vision qu'il a eue du Christ. Quo vadis Domine, où vas-tu Seigneur? Comme le Christ est censé lui répondre qu'il va se faire une nouvelle fois crucifié, l'histoire dit que Pierre retourna lui aussi à Rome pour se faire crucifier la tête en bas. Même si c'est apocryphe, cela fait sens. Mais nous espérons tous ici que l'issue ne sera pas la même pour l'Union européenne. Construction formidable d'une nouvelle entité, pour l'instant uniquement économique, mais aussi politique par nécessité, et qui s'est créée depuis le traité de Rome en 60 ans, dans la paix, sans guerre, avec à chaque étape des votes des parlements nationaux. Cette construction s'est ralentie depuis quelques années pour au moins 4 raisons. Parce que la paix qu'elle a garantie entre ces peuples, notamment entre la France et l'Allemagne, qui s'était déchirée, rappelons-le, 3 fois en 100 ans, 1870, 1914, 1939, semble devenue naturelle, éternelle à ces peuples, en particulier aux jeunes, alors même que la guerre gronde encore à 2000 km d'ici et que Poutine gesticule sans cesse. Elle a aussi
s'est ralentie parce qu'elle a grossi trop vite, sous pression britannique, incluant des pays de plus en plus hétérogènes, et parce que dès lors, obtenir l'unanimité et même des majorités qualifiées à 28 est quasiment impossible. Elle est en panne parce que, sous cette même pression britannique, elle s'est ouverte trop vite et trop largement aux produits des pays à très bas coût de main-d'œuvre, détruisant donc trop vite nos tissus industriels. Elle est ralentie parce qu'elle n'a pas apporté au peuple la protection et la prospérité sur lesquelles il comptait, à laquelle les avait habitués, faussement hélas, les 30 Glorieuses. Parce que, enfin, dans chaque État constituant l'Europe, des partis souverainistes s'illusionnent et trompent les électeurs sur la capacité d'un peuple, qui soit de 10 ou 65 millions d'habitants, à débattre des problèmes mondiaux avec des États-continents de 300 millions à 1,5 milliard d'hommes. Il n'y a que des entités plus grandes, et l'Europe en est une, qui puissent avoir voix au chapitre au niveau mondial. Bref, l'Europe est en panne, elle ne s'approfondit plus, alors que je vous rappelle que c'était bien le vœu initial des pères fondateurs, comme certainement vous allez nous le dire, Schuman, Monnet, Adenauer, Bayen, Spaak, de Gasperi, et aussi des continuateurs de Mansholt, Delors, Mitterrand et Kohl. Qu'en va-t-il? Où va-t-elle? Les faussaires, pour employer un terme gentil, vont-ils l'emporter en mai et engager sa déconstruction? C'est de tout cela, monsieur l'ambassadeur et chéri, que vous allez nous entretenir. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le président. Je crois que je vais écouter ma conférence. Vous avez déjà abordé la plupart des sujets, donc je crois que je vais passer à l'heure de mal quand je présente. Donc, merci d'être là. Meilleurs vœux et surtout meilleurs vœux pour l'Europe, parce que vous savez, 2019, c'est aussi les élections au Parlement européen, des élections très importantes, pour les raisons que je vais essayer de vous évoquer. Je salue dans la salle beaucoup d'anciens collègues, donc j'espère qu'ils ne sont pas lassés par mes propos, qu'ils vont reconnaître facilement. Et je vais, avant de passer aux enjeux, aux défis, faire un peu de pédagogie. C'est mon côté un peu prof, si vous voulez. Mais je crois que c'est important parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites en raccourci ou des fake news, comme on dit en bon français aujourd'hui, qu'il est bon, je crois, de faire un peu de rappel historique. Et donc, qu'est-ce qui se passe côté européen juste après la Seconde Guerre mondiale? Vous avez la France, qui a toujours des idées géniales, mais qui était la première à les défaire d'ailleurs, qui lance d'abord la CECA, avec les Allemands, c'est vrai, en 1951, mais aussi la CED, la Communauté Européenne de Défense, lancée par les Français, mais tuée par l'Alliance gaulliste communiste en 1952. Les choses continuent tant bien que mal, et finalement elles sont reprises par le traité de Rome en 1956. Donc les six pays fondateurs se mettent ensemble et décident de monter cette CE, cette Communauté économique européenne. 1956, rappelez-vous, c'est aussi Suez, la crise de Suez, où là, les soviétiques et les américains bloquent les deux anciennes puissances coloniales importantes, la Grande-Bretagne et la France. Ces deux anciennes puissances se rendent compte qu'elles ne sont plus maîtres du monde. Les Anglais, comme l'a appelé le président, font choix un peu du grand large pour un petit moment, et la France choisit l'Europe en disant « je vais rester forte dans cette Europe à 6 ». Les choses avancent, et puis là, nos amis britanniques, toujours là, se disent on va concurrencer cette entité qui est un peu dangereuse, et ils montent l'AELE en 1959, avec 6 pays. La plupart d'entre eux, sauf la Norvège et la Suisse, ne rentreront pas dans l'Union européenne plus tard, mais sont là. C'est une zone de libre-échange en quelque sorte, qui fait le pendant à CE, qui se veut, si vous voulez, une entité basée sur des valeurs, notamment sur les quatre comment dirais-je, liberté de circulation des hommes, enfin des citoyens on va dire aujourd'hui, des citoyens, des capitaux, des services, des marchandises. Donc c'est les 4 valeurs essentielles sur lesquelles est construite cette entité. Elle va évoluer. Les Britanniques se rendent compte que malgré tout, ce serait bien d'y rentrer. Et il y a le nom de De Gaulle. De Gaulle, ça s'oppose, mais sur veto à l'entrée des Britanniques en 1963. 1963, année également la signature du traité franco-allemand d'amitié. C'est un traité fondamental sur les rapports entre la France et l'Allemagne, qui vont être le moteur, c'est des pays, tant bien que mal, de cette construction européenne. Donc le temps avance, et puis, De Gaulle disparaissant, la voie est plus libre aux Anglais,
qui vont établir le premier élargissement de l'Union européenne. Et là, comme disait le Président tout à l'heure, la construction européenne va sans arrêt naviguer entre élargissement, c'est-à-dire prendre plus d'États membres, avoir ce grand marché, et l'approfondissement, c'est-à-dire aller plus loin dans la délégation de pouvoirs, si vous voulez, nationaux à une entité supranationale. Parce que l'Union européenne, on va dire aujourd'hui, mais la CE, c'est une entité sui generis, c'est-à-dire c'est un compromis, on va dire, entre le système fédéral américain et le système de coopération intergouvernementale des Nations Unies. C'est un système unique au monde, puisque c'est fait sur une base de paix, c'est pas par la conquête, mais ce sont des États qui volontairement vont faire des délégations de pouvoir, de leur pouvoir national, que ce soit la monnaie, que ce soit les affaires étrangères en partie, etc. Donc, cette construction avance, mais certains pays souhaitent y rentrer pour profiter du grand marché. Donc, premier élargissement en 1973 avec les Britanniques, notamment qui rentrent, Britanniques, Danemark et Irlande, et un élargissement qui va continuer, puisque vous aurez ensuite, comment dirais-je, d'autres pays comme la Grèce en 1980. Et là, je fais une parenthèse. Certains se diront, mais pourquoi la Grèce est rentrée en 1980 alors que le Portugal et l'Espagne sont rentrés qu'en 1988 ? Ben, tout ça, c'est parce que M. Giscard d'Estaing était très pro-grec et il avait fait de cette entrée de la Grèce, c'était une espèce de condition presque personnelle, admirateur de la Grèce. Il y a eu entre-temps la période des colonels entre 1974 et 1979, donc ça a été mis entre parenthèses. Lorsque les colonels sont tombés, l'adhésion de la Grèce est repartie. Donc la Grèce rentre, Portugal, Espagne, sous des pressions diverses. Et ensuite, on va arriver aux élargissements plus récents, c'est-à-dire aux pays d'Europe centrale, qui constituent aujourd'hui en partie le groupe de Visegrad, qui, eux, vont rentrer sous pression allemande, on va dire plus vite qu'il aurait été souhaitable, en quelque sorte, parce que l'Allemagne était assez impatiente de retrouver un peu ses marches économiques, si vous voulez, et donc on a un peu brûlé les étapes côté comment dire, mise à niveau de ces pays, parce qu'à chaque fois il y a des mises à niveau qui étaient effectuées pendant 5 ans, 10 ans, etc. Et ceci va être d'ailleurs, souvenez-vous un peu, une des causes du rejet de projet de constitution européenne par le référendum, puisque le fameux plombier polonais, excusez-moi l'expression, a plombé un peu la campagne pour l'Union européenne. Donc, des élargissements qui vont continuer, avec aussi Chypre qui va rentrer dans l'Union européenne parce qu'on estime côté Union européenne, mais à tort, qu'en faisant entrer Chypre, on va faciliter le règlement du problème chypriote, avec un tiers de l'île qui est occupé illégalement par les Turcs et 2 tiers étant la République de Chypre. Roumanie, Bulgarie, et dernier État qui est rentré, la Croatie. Donc ça, c'est, si vous voulez, l'élargissement. Côté approfondissement, qu'est-ce qui va se passer? Souvenez-vous aussi du serpent monétaire européen lancé par Raymond Barre en 1978, qui se rend compte, là aussi, il faut jouer sur des choses importantes qui vont faire que vous avez des différences de niveau entre pays ou pas. Donc ce SME est lancé, si vous voulez, et puis vous aurez une série de traités qui vont jalonner des abandons de souveraineté ou des progrès effectués. Vous aurez comment dirais-je, l'acte unique de 87, vous avez le traité de Maastricht qui lui va créer vraiment l'Union européenne en quelque sorte, vous aurez des traités de Nice, d'Amsterdam, et puis on va arriver au projet de constitution. Et là aussi, souvent on dit oui, il n'y a pas eu de débat démocratique. Moi souvent je dis attendez, regardez, la constitution française a été adoptée un peu en catimini, personne n'avait lu. Sur le projet de constitution européenne, il y a eu un débat pendant 18 mois avec la société civile, les politiques, donc il y a eu des débats importants. Malheureusement pour nous, côté français toujours, lorsqu'il y avait un président d'un côté, Giscard d'Estaing en l'occurrence, l'autre président, en l'occurrence Chirac, démontait ce qu'il faisait. Donc il y a eu une opposition interne côté français, c'est un des éléments, hein, j'entends bien, mais qui a coulé le projet. Et donc, on est passé ensuite au traité de Lisbonne, qui est un traité, si vous voulez, qui a enlevé les côtés supranationaux un peu trop visibles du projet de constitution. Et donc, on a repris tous les anciens traités, depuis la CEE, la CECA, etc., dans un traité de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, vous avez 2 traités, le traité de l'Union européenne et le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Le traité de fonctionnement, c'est comment ça marche, et le traité de l'Union européenne, c'est tous les traités antérieurs qui sont repris dans un seul traité. Et ces traités, ce traité de Lisbonne, a été approuvé, ratifié par
les 28 États membres. C'est important de le souligner parce que parfois on entend dire « Ah, mais l'Europe, ça se fait en catimini ». Non, les États membres, avec leur Parlement, ont ratifié ce traité de Lisbonne. Donc vous allez avoir cette évolution au point de vue organisation juridique, si vous voulez, et puis parallèlement, vous avez un système qui va se mettre en place avec, alors souvent on connaît les trois institutions principales, c'est-à-dire la Commission, le Conseil, le Parlement européen. Mais vous avez, en dehors de ces trois institutions sur lesquelles je vais revenir brièvement, vous avez également toute une panoplie, comme dans un État normal, avec un Conseil économique et social européen, le Comité des régions, le médiateur européen, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le médiateur, et j'en oublie quelques-uns encore. Donc vous avez toute une architecture très très complexe. La Cour de justice, évidemment. La Cour de justice, évidemment. Donc vous avez cette architecture complète qui est là pour faciliter, comment dirais-je, la gestion de cet ensemble. Alors, quelques mots sur ces institutions principales, la Commission, le Conseil et le Parlement européen. Le Parlement européen, tout d'abord. Aujourd'hui, c'est 751 membres qui vont peut-être baisser à 705 lorsque les Britanniques seront sortis, s'ils sortent, on ne sait jamais, hein, toujours des surprises. Donc s'ils sortent, et donc c'est un Parlement qui est élu au suffrage universel, vous savez, et qui, au fur et à mesure des traités, je ne vais pas revenir sur eux, on pourra revenir si vous voulez pour la discussion, a pris de plus en plus de pouvoir, qui est normal d'ailleurs, c'est tout à fait logique. Et aujourd'hui, que fait le Parlement européen? Eh bien, il peut voter les lois européennes. Vous avez quatre types de lois, si vous voulez. Vous avez les règlements, les directives, les décisions et les recommandations. Donc, ce Parlement peut être un élément qui va proposer des lois, comme la Commission, comme je le faisais auparavant. Il va également voter le budget avec le Conseil, c'est important, le budget. Et puis, il va également contrôler démocratiquement les institutions. C'est-à-dire qu'il va, à tout moment, pouvoir vérifier si la Commission fait son travail ou pas, ou si le Comité des régions le fait, etc. Il va également, comment dirais-je, élire le président de la Commission. C'est important, c'est un élément nouveau depuis Lisbonne, donc vous avez des éléments nouveaux qui ont été mis en place. Il y a également l'obligation, lorsqu'un document est sorti par la Commission, directive, de communiquer en même temps aux Parlements nationaux des 28 ce projet de directive. De façon à ce que le Parlement national, par exemple français ou belge, puisse dire « Attendez, là cette directive, ça ne rentre pas dans mon droit national, il faut revoir la copie ». Vous avez également, comme élément nouveau, la possibilité de sortir, c'est l'article 50, les Britanniques, ils peuvent sortir de l'Union européenne, donc les États peuvent aussi sortir, ils ne sont pas ficelés, si vous voulez, comme on le disait auparavant. Et puis vous avez ce fameux référendum aussi d'initiative citoyenne, c'est-à-dire si 1 million de citoyens européens provenant d'au moins 4 pays européens, il peut y avoir un référendum populaire, enfin d'initiative populaire. Donc voilà, schématiquement, hein, le PE, donc aujourd'hui 750 membres, la France a 74 députés de mémoire, le plus important étant l'Allemagne, 93, parce que c'est fait en fonction de, comment dirais-je, de la population. Le minimum de députés étant 6 députés par pays pour les petits pays, pour pas que les petits pays soient, si vous voulez, maltraités. Ça, c'est le Parlement européen. Le Conseil, qu'est-ce qu'il fait? Le Conseil, lui, il établit, donc c'est les représentants des chefs d'État, des États membres, qui se réunissent 4 fois par an, plus 2 réunions des présidents d'Eurogroupe. Le Conseil, il fait quoi? Il va établir des priorités politiques de l'Union européenne. Donc, si vous voulez, les États membres, les représentants, établissent les priorités de l'Union européenne. Ils votent également les lois avec le Parlement européen, comme fait la Commission. Ils signent les accords internationaux, ça c'est important, ils négocient les accords internationaux. Et puis, il a aussi à sa disposition la haute représentante, parce que c'est une dame, Mme Mogherini, la haute représentante de la politique extérieure de l'Union européenne, le fameux EAS, qui est, si vous voulez, le bras extérieur, avec le comité militaire, de l'intervention pacifique en général, évidemment, si possible, de l'Union européenne à l'extérieur. Ça, c'est le Conseil. Le Conseil qui, de surcroît, dispose, avec les autres institutions, d'un comité de conciliation
avec la Commission et le Parlement lorsqu'il y a des textes à faire passer. Et enfin, je ne vais pas vous ennuyer avec la structure administrative, mais il y a aussi le COREPER, le comité des correspondants permanents, qui se réunit toutes les semaines. Tous les ambassadeurs, l'ambassadeur de France auprès de l'Union européenne, se réunissent également avec, au niveau du Conseil, pour passer en revue les différents textes ou différentes lois, etc., qui vont être proposées. Donc il y a ce que vous compreniez, c'est qu'il y a une coordination permanente à l'intérieur du système européen, de la structure, mais également une liaison de plus en plus forte entre les États et leurs représentants, les parlements et les institutions européennes. La Commission, elle, c'est si vous voulez, c'est le bras armé en quelque sorte du Conseil. C'est elle, qui va mettre en place les programmes de développement, d'assistance aux régions, sur l'environnement, ce que vous voulez. Et c'est elle, qui est garante des traités. C'est elle qui garantit que les traités sont bien suivis, parce que vous imaginez qu'il pourrait être tentant pour certains États de dire bon, on va sortir des conditions de ce traité et on va en faire un peu comme on le veut. Non, la Commission, c'est un peu, si vous voulez, le gendarme qui va dire attention, il faut respecter les traités tels qu'ils ont été faits. C'est important. Et puis donc, alors la Commission aussi représente. Il y a eu des espèces de délégations, si vous voulez, de souveraineté. On l'a vu avec l'euro, mais aussi en matière d'aide humanitaire. C'est la Commission qui va souvent signer les accords en ce qui concerne l'aide humanitaire, les opérations commerciales, que M. Lamy a bien suivi lorsqu'il était commissaire, Pascal Lamy, etc. Donc vous avez une répartition des tâches et un équilibre assez savant qui a été mis en place. Alors, vous allez me dire, c'est bien, mais souvent on critique ces institutions, on dit que ça ne va pas. Alors, au niveau des fake news, je dirais, il y a le personnel de l'Union européenne. On vous dit souvent, le personnel, c'est un monstre. C'est 35 000 personnes, tous compris. Parlement, etc. La mairie de Paris, c'est 73 000 personnes. Bon, c'est pas le même niveau, on entend bien, mais pour vous dire que lorsqu'on parle d'un monstre au point de vue humain, c'est quand même très limité. Il faut savoir aussi qu'au niveau du budget européen, 95% du budget, c'est de l'investissement, 5% c'est du fonctionnement. Autre élément aussi qu'on entend parfois, on dit l'Europe coûte cher. Alors, votre serviteur était accompagné M. Prodi dans sa dernière année de présidence, parce que vous avez un budget qui est proposé sur 7 ans. C'est une perspective financière établie par M. Delors, qui disait « je ne veux plus avoir à mendier aux États chaque année quelque chose ». On établit une projection sur 7 ans, et une fois qu'on est là-dessus, on va de l'avant. Et donc, avec M. Prodi, on travaillait sur les perspectives 2007-2014. Et la Commission proposait que chaque État membre, si vous voulez, alloue 1,26% de son produit national brut au budget européen. Ce qui est quand même pas énorme, si vous voulez. Et M. Chirac avait signé une lettre avec 5 autres présidents disant non, c'est 1% seulement, 1% du PNB. Donc on a discuté, pas des détails, on a tiré 1,04% du PNB. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur un budget de la France, qui est par exemple, de 1000 milliards, c'est 20 milliards qui est consacré. Et sur ces 20 milliards, vous avez le retour, c'est-à-dire que l'argent que vous mettez dans la caisse européenne, il vous revient en grande partie. Donc le solde et le coût de l'Union européenne, c'est pratiquement, on dit en bon français aussi, peanuts par rapport à ce qu'il peut apporter. Donc, alors, je raconte une anecdote, je reçois un jour à Paris une délégation de sénateurs américains et je connaissais plus ou moins leur tendance sur l'Europe, etc. Et puis ils me posent la question fatale, pourquoi la Turquie ne rentre pas dans l'Union européenne? Alors, je leur réponds, vous savez, si on veut mettre l'agriculture turque au niveau européen, il faut 3% du PNB européen, rien que pour ça. Sans compter
le reste de l'Europe. Donc j'aurais dit, si vous m'aidez à convaincre, à l'époque M. Chirac, pour avoir 4%, 5% du PNB, je signe. Ah, bon, ils ont ri jaune un petit peu, mais bon, c'était une provocation de ma part. Mais pour vous dire que ce budget est extrêmement serré, il fait ce qu'il peut, mais tout petit. C'est un budget qui est vraiment ridicule, avec des succès importants, comme Erasmus, qui a failli sauter d'ailleurs en ce moment. Erasmus qui a été un élément peu coûteux finalement pour que les personnes se rencontrent en Europe. Et donc c'était, si vous voulez, c'est une bataille permanente, parce que à l'époque, le budget était alimenté par la TVA principalement, mais au fur et à mesure que les échanges se faisaient sans taxe pratiquement, c'était des contributions des budgets nationaux à l'Europe, donc il fallait négocier en permanence, une fois tous les 7 ans, ça prenait plusieurs années, entre les États et la Commission. Ça, c'est pour, si vous voulez, comment dirais-je, certaines des fake news, et on pourra y revenir. Alors, il y a des progrès qui ont été accomplis, comme je dis tout à l'heure, le référendum, on peut sortir, beaucoup plus de votes à la majorité qualifiée, parce que là c'était aussi un blocage, le vote à l'unanimité, ça ficelait carrément les décisions. Donc là aussi, dans les accords, il y a une facilité plus grande pour des décisions à la majorité qualifiée. Au point de vue institutionnel, on a un président du Conseil, avec le traité de Lisbonne, qui est élu pour 2 ans et demi renouvelable, donc il y a une personne, en l'occurrence c'est M. Tusk, le polonais, qui est là. Donc le Parlement européen qui a plus de pouvoir. Il y a des progrès, si vous voulez, incontestables qui ont été accomplis. Mais néanmoins, on entend ici et là, on pourrait faire mieux, on pourrait faire plus, des questionnements. Et effectivement, quels sont les enjeux et les défis? Les défis, d'abord, ils sont internes au niveau européen, au niveau institutionnel. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une cassure entre les pays, on va dire, d'Europe centrale, et puis les autres. Avec l'Italie, on peut accepter aujourd'hui, malheureusement. Bon. Une cassure, pour différentes raisons, y compris à l'histoire. Une fois, je recevais Geremek, vous savez, l'ancien dirigeant polonais à Paris, et on avait organisé une conférence sur l'Europe, avec l'Europe des 10 qui rentraient. Et on lui avait dit « Bienvenue en Europe ». Et il avait dit « Vous vous trompez, nous avons gardé les vraies valeurs européennes. Nous. » À discuter, hein, j'entends bien. Mais bon, c'est intéressant d'avoir leur point de vue, côté Europe centrale, par rapport à ce que nous, Europe occidentale, pensions leur apporter. Remarque que vous retrouvez aujourd'hui, et j'en parlerai tout à l'heure dans les enjeux et défis, avec les problèmes de migration, la cassure qu'il y a entre les pays d'Europe centrale, notamment la Hongrie, mais pas uniquement, la Hongrie, la Pologne, entre autres, qui ont été traduites en justice par la Commission et le Parlement européen, au titre de l'article 7 du traité de l'Union européenne. Bref, ces pays ont le souvenir du passage des hordes de croisés à l'époque, au début du 2e millénaire, si vous voulez, et refusent des migrants, ils ne veulent pas de musulmans chez eux. Ils vous disent comme ça, j'étais dans une réunion d'ambassadeur de l'Ordre de Malte à Vienne il y a quelques temps, en Autriche, ils vous disent on ne veut pas de musulmans chez nous. Parce que, mauvaise expérience. Or, l'Union européenne est fondée notamment sur la solidarité entre États. Et donc, vous avez, lorsqu'on a imposé des quotas d'accueil de migrants à chaque pays, il y a eu cette montée de levée de bouclier en Europe centrale, on n'en veut pas. Donc ça, c'était une erreur qui a été commise et quelque chose qui est à traiter au niveau institutionnel. Vous avez également une cassure, et là je cite mes anciens collègues du Conseil européen, qui me disent il y a une cassure entre la haute fonction publique européenne et les politiques européennes. Je l'explique. La crise migratoire, disent-ils au Conseil, ça fait des années qu'on l'a vu venir. On l'a dit aux politiques. On leur a dit attention, il y a une crise migratoire. Et il a fallu le naufrage des 800 migrants en 2015 en Méditerranée pour que les politiques disent ah, attention, il y a un problème, il faut se réveiller. Et la panique a été augmentée par une décision qui juge également malheureuse de Mme Merkel en disant j'ouvre la porte à 1 million de migrants, généreux certes, mais perception par les populations très négative, si vous voulez.
Et j'ajoute un autre élément, une autre erreur qui a été commise en Libye, que Philippe connaît bien, Philippe Marchand, pas l'erreur, mais la Libye, lorsque M. Sarkozy et Blair sont partis en guerre contre Kadhafi, l'ont fait sauter, mais ils n'ont pas vu aussi que finalement Kadhafi, qui auparavant contrôlait les vagues migratoires, a de nouveau, ses portes se sont ouvertes, et pire que ça, les légions Touareg qui étaient formées par Kadhafi sont parties et s'aimaient dans le Sahel avec le bazar que l'on connaît depuis quelques années. Donc disait-il, ses anciens collègues, il y a eu des erreurs au niveau de l'Union européenne, Visegrad, Europe occidentale, on va dire, mais aussi des erreurs de politique européenne qui nous mettent en situation délicate pour ensuite être, comment dirais-je, bien vu par les citoyens européens. Parce que souvent, vous savez, on a dit, mais l'Europe, c'est une vraie passoire, tout le monde peut rentrer, on ne fait rien, on fait venir les migrants, etc. Donc, problème institutionnel, augmenté aussi par l'histoire du Brexit, mais qui a été, il faut dire, bien géré jusqu'à présent par l'équipe de Michel Barnier, mais il faut voir parce qu'il va sortir du vote britannique, le Xème vote britannique là-dessus, voilà, très prochainement. Mais bon, là c'est quand même une affaire qui a été assez bien gérée. Et vous avez au niveau alors intra-européen une montée forte des populismes. Vous avez aujourd'hui un État sur 4 en Europe qui est soit dirigé, soit qui comprend des populistes dans son rang. Vous avez la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, la Slovaquie avec Fico, l'Italie, la Bruxelles, son gouvernement a sauté, mais il y avait les nationalistes flamands qui étaient là. J'en ai oublié. La Grèce avec l'alliance Syriza et les populistes négationnistes. Donc vous avez aujourd'hui au moins un État sur 4 en Europe qui est donc soit dirigé par des populistes, soit qui comprend des populistes. Et l'Autriche, vous voyez l'Autriche, c'est l'alliance noire jaune. Bref, c'est un problème. C'est un problème que l'on voit aussi aujourd'hui d'ailleurs au passage en France, dans certaines manifestations ici. Donc il y a cet écart entre les populations qui ont un mal de vivre et puis le système qui avance. Si je passe au niveau de la proximité, l'Afrique, puisque c'est de l'Afrique que viennent une bonne partie des migrants et dont vont venir une bonne partie des migrants. Pourquoi? Parce que la population mondiale devrait, toute proportion gardée, passer de 7 milliards environ à 10 milliards en 2050. L'Afrique va passer de 1,5 milliard à 2,5 milliards. C'est-à-dire que vous êtes, en 2050, un humain sur 4 sera africain. C'est africain, c'est très bien, sauf que vous êtes un continent qui est aujourd'hui soumis et en proie à des problèmes de gouvernance, on va dire au sens large, corruption, terrorisme, manque de ressources dans certains cas, etc. Le PNB par tête en Europe est de 35 000 €, en Afrique c'est 3 000 €. Donc, de même que chez nous, les gilets jaunes disent qu'il y a un écart de revenus entre nous et puis les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, vous imaginez entre 35 000 € en moyenne et 3 000 €, à la fois la force d'attraction que représente le continent européen, même si c'est un rêve, et puis également les risques de déséquilibre assez importants. Donc il y a là une zone d'inquiétude, on va dire, avec en plus le phénomène migratoire, les problèmes de règlement intérieur, et je pourrais revenir là-dessus sur les développements récents avec les gardes frontières, les gardes côtes européens, etc. Donc, ce problème est là, il est important. Et puis, si je vais plus loin, si je vais plus haut au niveau mondial, vous avez une baisse d'intérêt du multilatéralisme qui a été la pierre de fondement de l'Union européenne, disant nous on est pour le multilatéral parce que justement on veut éviter les accords bilatéraux et les conflits. Avec le multilatéral, on va réduire les conflits. Or, vous avez aujourd'hui des pays qui étaient dans ce multilatéralisme, les Américains en premier, qui en sortent. Les Américains, les Russes et les Turcs, pour prendre que des pays que nous connaissons. Et donc vous avez une Union européenne qui est maltraitée à l'intérieur, qui se cherche, et qui est prise en étau par 3 grands pays, à des niveaux différents, qui eux sont des démocratures, comme on dit, qui sont pour le bilatéralisme, et qui sont de surcroît pas forcément très favorables à l'Union européenne. Et je pèse mes mots en disant ça. Parce qu'on peut se poser des questions, effectivement, quand on voit que cette Union européenne était sur le point peut-être de
reprendre du souffle avec M. Macron et Mme Merkel, même si celle-ci est un peu en fin de course, on peut s'interroger sur ce qui pourrait, je dirais, être satisfait, voir que la France est un peu en difficulté aujourd'hui. Voilà, je vous laisse renvoyer Steve Bannon, qui, pour ne pas le nommer, qui a agi en Italie et ailleurs, et voir nos amis russes. On peut s'interroger. Voilà. Donc, vous avez un affaiblissement côté européen et avec un environnement qui est sorti de l'épure qu'on avait mis en place depuis 1945-50. Et je voudrais utiliser l'analyse de M. Rumsfeld, qui était l'ancien secrétaire d'État américain, qui disait dans une interview en 2001, on n'est plus dans les alliances d'autrefois, qui étaient basées sur des habitudes communes, des valeurs communes, vieille connaissance, c'était l'alliance contre le communisme, dans la guerre froide, etc., et le communisme contre le capitalisme à l'époque aussi. On est passé à des accords sur des projets concrets. C'est-à-dire que vous allez avoir des pays qui ne s'aiment pas du tout, comme l'Iran, la Turquie et la Russie, qui vont se mettre d'accord sur comment sortir de la Syrie. Alors que les Turcs sont s'allient avec le Qatar contre l'Arabie Saoudite, qui elle-même est soutenue par l'Israël et par les Américains. Donc vous avez ce qui pourrait paraître incongru aujourd'hui et perturbant, vous avez un changement de paradigme radical sur la notion d'alliance, qui est une alliance variable, et sur un projet déterminé. Je voudrais régler le problème syrien. On se met d'accord entre nous, même si après on va se taper sur la figure sur un autre projet, parce qu'on est concurrents là-dessus. Donc vous avez cet ensemble de choses qui sont à prendre en compte et que l'Europe a un peu de mal effectivement à dire. Alors, les enjeux, je m'arrêterai là pour laisser la place à un dialogue avec vous si vous le souhaitez, mais les enjeux sont très importants, je trouve, parce que on ne peut pas, comme disait le Président, c'est vrai l'Europe est un ensemble bâti sur la paix, et on a quand même sauvé la paix pendant des dizaines d'années, il faut oublier cela. On a une prospérité qui était assez considérable aussi. On a réussi aussi à rapprocher, à refaire une maison Europe, avec des pays qui ne s'entendaient pas tellement. L'éclatement de cette Europe serait sûrement pas bénéfique pour les citoyens, quels qu'ils soient, soit français ou belges, parce que, comme l'a rappelé aussi le Président, c'est aberrant de penser qu'on va peser aujourd'hui dans le monde de demain. Dans le monde de demain, 4 puissances sur 5 seront non européennes au niveau économique. Il faut le voir. Donc, quel sera votre poids? L'Europe qui essaie d'être un exportateur de stabilité, aujourd'hui a du mal à le faire parce que justement, elle n'est plus tellement crédible. Quand vous avez les Chinois qui tissent leur toile avec le projet au bord, One Belt, One Road, qui en sait peu à peu, ils placent leur pion. Est-ce qu'un pays seul en Europe pourrait faire face à ça? Même l'Europe, déjà, aurait un peu de mal. Donc, même si on n'est pas un fanatique de l'Europe, il me semble qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est la moins mauvaise des solutions. Comme disait Churchill pour la démocratie, c'est la moins mauvaise des solutions politiques. Donc, et je crois que l'Europe, aujourd'hui, ce sera le mot, pas de la fin, mais de mon introduction pour le moment, de dire que l'Europe est nécessaire et surtout, vous savez, quand j'étais à Paris, j'ai souvent eu des discussions avec des hommes politiques, qui sont toujours là d'ailleurs, qui m'ont frappé par leur mauvaise foi, je peux vous dire, mais leur mauvaise foi. Et il m'est arrivé plusieurs fois de contrer une personne, j'étais sur la radio France Bleu, et un candidat d'une certaine droite, me dit l'Europe fait rien pour l'environnement. L'Europe détruit l'environnement. Et on avait signé quelques jours avant un accord pour
pour l'aménagement de la ligne de Frontignan, vous savez, le Frontignan, etc., 20 millions d'euros. Mais ils sont tellement... Ils vous accusent d'être menteurs, ils vont vous traîner. Et comme nous sommes des fonctionnaires, des serviteurs de système, on n'a pas cette capacité à provoquer ou à dire des choses fausses, si vous voulez. Et ça, c'est quand même très, très frustrant, je veux dire, très frustrant, parce que ces arguments qui sont malhonnêtes, ça reste chez les citoyens qui vont dire effectivement, cette Europe, elle fait rien pour l'environnement, elle fait rien pour nous, etc. Donc, c'est pas parfait, c'est vrai, c'est pas évident de travailler à 28 ou demain à 27. C'est vrai aussi, comme disait M. Prodi, il me disait, vous savez, une fois qu'on aura les Balkans dans l'Europe, c'est fini, on ne fait plus d'élargissement. On n'aura pas les Turcs, on revient à l'Europe classique. Donc, on peut penser que côté élargissement, c'est terminé, c'est fini. Est-ce qu'on veut de l'approfondissement? Est-ce qu'on veut plus de délégation de souveraineté à cette institution européenne qui est plus démocratique? La réponse sera dans les urnes dans quelques mois, et je vous remercie. C'est pas fini. Bien, écoutez, pour une fois, je vais me permettre d'intervenir en première question, si vous voulez, ou en première intervention. Je voudrais simplement dire deux choses. Enfin, c'est l'économiste qui parle. Vous savez, c'était vachement bien quand il n'y avait pas d'euro, parce qu'on pouvait dévaluer. Dévaluer. Alors moi j'ai 4 fois 20 ans, quand j'avais 18 ans, j'étais en Allemagne, je travaillais dans une usine de boucherie-charcuterie, et tout le monde se foutait de nous, pour deux raisons. Un, on changeait de gouvernement tous les 6 mois, c'était la 4e République. Deux, chaque fois qu'il y avait un problème en France, on dévaluait. Et ça a continué. Si bien que en 1958, après De Gaulle, le nouveau franc, etc., un franc valait à peu près 1 mark. Quand on est rentré dans l'euro, 1 mark valait 4 francs. Alors si, entre-temps, un peu plus, je ne sais pas exact ce que je dis là, c'est les proportions. Si ça avait été une bonne solution, on aurait accumulé les excédents commerciaux, la France, on aurait vendu énormément à l'étranger. Or, en même temps, pendant des années, on a accumulé les déficits commerciaux. L'Allemagne, chaque année, avait de l'excédent, exporté partout dans le monde plus que nous, et nous de moins en moins, et on avait... Alors, comme on avait un déficit du commerce extérieur et l'inflation, on dévaluait. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles les souverainistes français sont contre l'Europe. Parce que, évidemment, quand ils viennent, ils ne peuvent plus dévaluer à cause de l'euro. Donc il faut qu'ils trouvent des moyens sérieux de politique économique pour rétablir l'entreprise, l'exportation. Ça, c'est le premier point que je voudrais dire, parce que, excusez-moi, je suis un peu comme vous, Yves, ça m'énerve d'entendre des gens qui répètent la même chose, il faut de la liberté. Je me rappelle Chevènement, excusez-moi de vous dire ça, vraiment, c'est pas pour me vanter, mais on était 3 par hasard, ça a duré 15 secondes, il y avait Mitterrand, Chevènement, non 4, il y avait Fabius aussi. Mitterrand, Chevènement, Fabius et moi. Mais moi, j'étais dans mon coin, tout petit. Et j'entends Chevènement qui dit, il faut des marges. Il dit en regardant Fabius devant Mitterrand, il faut qu'on se fasse des marges, il faut qu'on se fasse des marges de manœuvre, il faut qu'on puisse dévaluer. Voilà. C'était le rêve éternel de tous les gouvernements, pouvoir dévaluer. Or maintenant, c'est fini. Voilà le problème. Il nous reste l'endettement, malheureusement. Il nous reste l'endettement, alors c'est mon deuxième point. Non, mais... Savez-vous, vous savez, depuis quand la France n'a pas connu un équilibre budgétaire de ses budgets? 1974. 26 et 18, 44 ans. Aucun État ne peut vivre avec un déficit. Quand j'entends les mêmes imbéciles, pardonnez-moi, dire que l'austérité, il y a 60 milliards de déficit budgétaire, 60 milliards d'euros, et c'est la 44e année qu'on a de déficit. Bon. Et puis, dernier point, et je me tais. Après, je vous promets que je me tais.
Là, je vais répondre à un argument d'Yves Gazeau. Il y a un type formidable qui s'appelle Emmanuel Todd. Il est formidable, même s'il est contre l'euro, on s'est battu souvent là-dessus, mais il s'appelle Emmanuel Todd. Et dans sa jeunesse, et puis il a continué, il a écrit un livre remarquable sur les systèmes familiaux qu'il y avait en France à l'époque, enfin en Europe, dans le monde, quand on était presque uniquement agricole. Et il a distingué notamment 3 types de systèmes familiaux. Le système communautaire, dans lequel il y a un patriarche, toute la famille vit avec lui, on exploite une grande exploitation agricole en famille. Les systèmes souches, dans lequel il y a un père, un fils qui va au moins rester avec le père et prendre sa suite. Les autres fils ou filles partant. Et puis enfin, il y a notre système à nous, système qui est général en France, pas dans toute la France, qui est le système nucléaire, dans lequel les enfants s'en vont. Alors il y a une forme inégalitaire en Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'on peut déshériter des enfants. D'ailleurs, on en a une histoire bien célèbre en ce moment de la loi britannique. Hein. Et puis le système français où c'est l'égalité, système nucléaire égalitaire. Bien. Regardez toute l'Europe de l'Est qui est entrée dans l'Europe, comme vous disiez Yves tout à l'heure, après 1989-90, sous la pression allemande, parce qu'elle voulait retrouver son vieil hinterland historique. Tous y sont communautaires. Tous. Sauf la Pologne et la Roumanie, qui par parenthèse sont catholiques, alors que tous les autres sont orthodoxes. Mais la Pologne et la Roumanie, elles ont une caractéristique, elles sont nucléaires, mais les parents, on reste quand même avec le père. C'est-à-dire c'est un peu une espèce d'intermédiaire entre la nucléaire et la... Donc à part ces 2 pays-là, tous les autres pays de l'Est, et la Russie, ils sont communautaires. Et nous ici, on est plutôt nucléaire ou souche. Souche les Allemands, nucléaire nous. Je pense, et je m'arrête, je pense que l'Europe ne s'approfondira pas à cause de cette différence fondamentale sur laquelle un jour je reviendrai, si ça vous intéresse, parce que ça génère des trucs importants en économie, vous comprenez? Bon, l'Europe ne sera pas entre ex-famille communautaire et ex-famille nucléaire ou souche. Et je pense que si on veut approfondir l'Europe, il faut revenir à sans doute l'euro, sans doute les 18 de l'euro, quelque chose comme ça. On peut très bien imaginer que certains ne veuillent pas, voilà. Excusez-moi d'avoir pris la parole, excusez-moi Yves. Merci. Voilà. Maintenant, la parole est dans la salle et je me tais. Étant donné que les gens ont la mémoire courte, je suggérerais qu'ils relisent les premiers articles du traité de Rome, où on parle de sécurité alimentaire, qui est devenue ensuite sécurité au sens large dans d'autres domaines. On parle de liberté, égalité, on parle de confiance légitime. Solidarité. Les États membres qui ont signé les traités se sont engagés à servir le traité, pas à le dénoncer, pas à faire semblant de l'appliquer. Et la confiance légitime a été perdue. Ça, c'est pour le passé, même le passé récent. Le fait qu'un État membre puisse quitter l'Union européenne aujourd'hui est un indicateur très intéressant. C'est un exemple. Qui va le secourir? Ça, c'est l'autre point. C'est une maison sans porte, sans fenêtre. Ensuite, vous avez le problème, c'est que l'Europe n'est pas adaptée aux enjeux d'aujourd'hui, qui sont dans votre poche. Tout le monde communique. Tout le monde est un serviteur des GAFA, ces grandes entreprises qui vivent de la communication, de la surveillance et de l'exploitation de données qui ne sont pas nécessairement matérielles. Elles puisent dans le capital humain, elles vous le revendent. L'Europe n'y peut rien, puisque l'Europe, c'est la liberté de prestation de services multilatérale ou négociée. Mais donc cette Europe ne vous protégera pas des GAFA, elle ne protégera pas vos budgets, parce que vos impôts, parce que les entreprises multinationales vivent dans des paradis où il n'y a pas de citoyens qui reçoivent un
bien Oui, fait. mais alors, votre conclusion. Alors, pour l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, c'est la question que tu me poses, René? C'est un ancien collègue, c'est pour ça que je... non, mais les remarques de mon ami et ancien collègue René sont pertinentes. Et c'est vrai que l'Europe, elle a été prise, comme aussi rappelé aussi le président, dans ses différentes orientations philosophiques, grand marché, orientation anglo-saxonne un peu, libéralisme, etc., et portée par ce multilatéralisme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je répète aussi, qu'il y a un questionnement pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on continue dans le multilatéralisme, ou est-ce que l'Europe, et c'est mon point de défense de l'Europe, reste un ensemble fort, quitte à renégocier en bilatéral avec d'autres puissances. Parce que je ne pense pas que la France, demain, à part l'Allemagne, puisse négocier de pied à pied avec des Chinois ou d'autres demain. Donc notre intérêt, c'est d'avoir un groupe solidaire. Ce groupe solidaire, est-ce qu'il doit rester effectivement à 28, 27, etc. Cette possibilité de sortir est une très bonne chose. Mais on voit très bien que les gens ne se précipitent pas pour sortir. Parce qu'on a beau dire oui, on veut sortir, même les Anglais se disent que finalement c'était bien mieux, parce que c'était plus sympa, parce que pour négocier les accords aussi, c'est quand même plus facile. Ils ont leur intérêt. Mais malgré tout, on se rend compte qu'il y a le pragmatisme. On n'est pas dans un monde de bisounours, c'est du pragmatisme qu'il faut avoir. Donc les GAFA, oui, les GAFA elles existent, mais elles existent partout. Il y a les enjeux de l'espace, les enjeux du contrôle des câbles souterrains qui véhiculent ces données, etc. Donc il y a des enjeux stratégiques monumentaux. Mais quand vous regardez les eurobaromètres qui sont publiés tous les 6 mois, c'est les mêmes questions qui sont posées aux citoyens européens tous les 6 mois dans les différents pays. Que vous disent les citoyens européens en général? Ils vous disent « je veux une défense européenne, je veux une éducation, un bon système d'éducation et je veux un bon système économique, grosso modo. » Quelles sont les priorités déterminées par le Conseil? Je schématise un peu à l'extrême, je m'excuse, mais c'était l'agriculture, c'était la cohésion des États. Donc et c'est pour ça qu'il y a aussi un divorce quelque part entre les citoyens européens, quelque part, qui s'y reconnaissent pas, c'est vrai, avec ces priorités. Mais ces priorités sont données par les États membres. De même que quand vous mettez, quand Mme Ashton a été nommée comme la première femme en charge de la politique extérieure de l'Union européenne, ça s'est passé de la façon suivante. M. Mandelson, ancien commissaire européen, avait démissionné, et il y a un dîner qui est organisé à Londres pour trouver un successeur. Et Tony Blair, l'ami de M. Sarkozy, dit à Mme Ashton, fais un discours pro-européen et tu seras prise. Alors elle fait un discours pro-européen et elle a été prise. Mais c'était un désastre pour nous. C'était un désastre, elle a été complètement dans les bottes des Américains, etc. On a de la chance d'avoir un Mogherini, aujourd'hui, qui est quand même beaucoup plus solide, même si ce n'est pas facile pour elle. Et donc, si vous voulez, le côté là aussi humain, le jeu des chefs d'État qui sont jaloux de leurs prérogatives, qui veulent jouer, que ce soit avec le budget, avec l'évaluation, mais aussi avec les nominations, est aussi perturbant. C'est un peu le prix à payer à cet ensemble. Après, est-ce qu'on le fait sauter? Est-ce qu'on renverse la table? Ou est-ce qu'on essaie de l'améliorer pour faire face à ces défis du futur? Parce que l'émigration, c'est pareil. Un ancien collègue, M. Julien, qui est dans la salle aussi, on avait que aux États-Unis. Et on disait, mais votre serviteur a fait un article sur 100 ans d'émigration aux États-Unis, de 1952 à 1962. Aucun arbre n'arrêtera des migrants de passer. Vous pouvez pas être un gendarme derrière chaque arbre pour faire des migrants. C'est impossible. Les migrants, ils se déplaceront. Donc, est-ce que vous dites l'Europe est quelque chose qui fait rentrer les migrants, ou est-ce que vous agissez ensemble? Il y a cette mesure qui a été prise pour avoir 10 000 gardes-côtes. Je vous signale que les chiffres sont tombés hier. Le commissaire en charge de l'immigration, M. Avramopoulos, a fait ce statement hier. On est passé à 135 000 entrées illégales l'an dernier. C'est le chiffre le plus bas, et on revient au chiffre de 2013 avant la crise migratoire. Pourquoi? Parce que vous avez une prise de conscience des États membres, finalement, en disant il faut qu'on agisse ensemble, qu'on bloque les routes, qu'on soit plus sévère. Vous avez Frontex, donc contrôle en mer, mais aussi partenariat avec les États de départ.
c'est-à-dire que ce soit Maroc, pays italien, etc. Et vous avez le plan Juncker, on n'en parle pas tellement, 400 milliards d'euros pour l'Afrique, pour justement l'aider au développement, pas le développement, je dirais, classique, mais aussi un développement plus ciblé, c'est-à-dire éducation, formation, vous voyez. Donc, il y a des actions qui sont faites, et c'est payant. Et c'est payant. Un pays seul ne pourra pas le faire, je suis désolé. En tous les cas, ici le fait, il passera le bébé à l'autre, et ce sera le problème chez le voisin. Et on n'a pas intérêt à revenir à ça, sinon ce serait des guerres qui reviendront à nous. C'est malheureux à dire. On a eu des guerres dans les Balkans, c'était quand même pas loin de chez nous. Attention à ça. Je crois qu'on est un peu trop confiant, à mon avis, sur cette espèce de paix. Voilà. Oui, je suis complètement d'accord avec tout ce que vient de dire notre ami. Je vois deux mains qui se lèvent. Au fond, monsieur, et puis vous, monsieur. Ah, et notre ami. Alors, je donne là-bas au fond. Une rapide question, est-ce que l'Europe à deux vitesses n'est pas une alternative aux difficultés à son fournissement de l'Europe? Alors, non. Mais on revient aux propositions de Raymond Barre, entre autres, de Laure, entre autres, là, sur les trois cercles, en disant, pour sortir de ces dilemmes, je suis dedans, je ne suis pas dedans, je prends tout, je ne prends pas tout. L'idée est de dire, on fait un groupe, disons, fédéraliste un petit peu, on va dire la zone euro, par exemple, pour ceux qui veulent participer à ça. On fait un deuxième cercle avec des pays qui ne veulent pas forcément l'euro, mais qui veulent rentrer plus dans le jeu politique, et puis un troisième cercle de grands marchés. Et dans ce cadre-là, vous pouvez très bien voir la Turquie comme membre du troisième cercle. Au lieu de dire c'est dedans ou dehors, vous pouvez accommoder à ce moment-là les Turcs, par exemple, les Turcs ou d'autres, si vous voulez, ou les Britanniques demain, dans ce troisième cercle, sans dire que vous êtes complètement dehors. Donc oui, c'est une solution, parce que, et là je cite aussi Jacques Delors, qui était un de nos grands maîtres, qui disait « L'Europe, c'est comme la bicyclette. Si elle n'avance pas, elle tombe. » Donc l'Europe a besoin d'avancer, elle a besoin de progrès, sinon elle s'écroule. Voilà. Monsieur. Dans votre exposé, vous n'avez pas parlé de l'ONU. Quelles sont les relations entre l'Europe et l'ONU? Est-ce qu'il y en a d'abord? J'ai pas parlé de beaucoup de choses. Hein, oui. On pourrait passer la nuit, etc. C'est un peu l'ONU et l'Europe. Mais non, alors, oui, il y a des rapports, on a des ambassadeurs de l'Union européenne auprès de l'ONU, etc. Alors, je vais raconter une anecdote. J'étais en poste à Rome, et c'était le temps de Mme Ashton. Je ne l'aimais pas trop, vous l'aurez compris. Et alors, elle envoie, donc le traité de Lisbonne vient d'être ratifié, puis elle envoie un message à toutes les ambassades de l'Union européenne en disant on est maintenant l'Union européenne et on doit prendre la parole avant les États membres à New York. Faites-en part à vos interlocuteurs, Turquie, au Gabon, voilà. Et moi à l'époque j'étais en poste à Rome auprès du Vatican. Alors j'étais déjà un vieux cheval si vous voulez, et donc j'envoie un message, je dis, et moi je fais quoi auprès du Vatican? Et on me dit, dans le Vatican, laisse tomber. Bon, je ne dis rien, sauf que le nonce apostolique à New York, qui était un Indien, commence à faire du lobbying contre ce projet de résolution. Et il y a 70 pays qui disent on va voter contre cette résolution. Alors panique à Bruxelles, il m'envoie un de nos collègues, M. Gutiérrez, un portugais, qui me dit ils vont être très embêtés, on ne sait pas quoi faire. Alors on contacte la personne, l'évêque en charge du dossier des Nations Unies, pour venir aux Nations Unies. Et alors on rencontre, il arrive avec un grand dossier comme ça, et le collègue dit Seigneur, Madame Ashton vous a écrit pour savoir si vous pouvez nous soutenir, pour qu'on parle avant les États membres. L'évêque lui dit oui, on a bien reçu cette lettre, mais ça fait longtemps que vous avez fait du lobbying auprès des Nations Unies. Ah, le collègue dit oui, ça fait une année, monseigneur. Il dit mais une année, ce n'est rien à l'échelle du temps, du Vatican, c'est des Nations Unies. Alors le collègue commence à gesticuler de plus en plus fort, il était quand même très embêté, et il dit oui, mais monseigneur, est-ce que vous pensez qu'on peut espérer une réponse du pape? Alors monseigneur dit oui, vous aurez sûrement une réponse, mais je ne sais pas quelle sera l'échelle du temps qui serait utilisée pour vous répondre. Mais ils ont été sympas, ils ont répondu rapidement. Donc pour vous dire qu'il y a des contacts
c'est pas parce que vous êtes une entité qui n'est pas nationale, entre guillemets, comme je dirais l'Allemagne ou un pays, vous êtes l'Union européenne, vous avez des voies de communication avec les Nations Unies, aussi en matière de développement. Il y a des accords entre toute la branche de l'aide d'urgence ECHO, par exemple, avec les Nations Unies. Il y a ce qu'on appelle en bon français aussi des MOU, des Memorandum of Understanding, entre les Nations Unies, le programme de développement et l'Union européenne. Sur les migrants, c'est pareil, avec les différents instituts, UNHCR, etc. Donc il y a une coopération importante entre ces agences qui, si vous voulez, participent un peu du même objectif finalement, hein, c'est un peu la paix dans le monde, etc. Donc il y a effectivement une coopération forte et des rencontres fréquentes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Pardon. Monsieur et Antoine. Juste avant de vous poser... Vous avez le micro là? Monsieur l'ambassadeur, avant de vous poser deux questions, simplement deux remarques. Je suis souvent en Allemagne, nous sommes ici majoritairement des Européens convaincus pour diverses raisons. La seule question qu'il faudrait se poser pour l'avenir de l'Europe, c'est le jour où les populistes sont suffisamment puissants en Allemagne pour dire eh bien, nous, on quitte l'Union européenne. L'Allemagne représente 30% du panier monétaire de l'euro. Autant vous dire, et industriellement, on est incomparablement plus bas. C'est l'Allemagne la locomotive. Donc la question qu'on doit se poser, ce n'est pas le départ de la Grande-Bretagne, le départ de la Grèce, c'est l'éventuel départ de l'Allemagne. Il faut espérer que ce ne sera pas le cas. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque sur la Turquie. Vu les accords qui nous lient à la République turque, elle est déjà dans le 3e cercle. Oui. De toutes les façons, elle n'a plus grand-chose à négocier. Alors, je viens aux deux questions, monsieur l'ambassadeur, et je m'appuie sur les événements qui se sont déroulés récemment à Malte, où quelques réfugiés, quelques dizaines de réfugiés, ça n'a rien par rapport à ce que Mme Merkel a fait rentrer il y a peu de temps en Europe. Quelques dizaines de réfugiés ont été finalement accueillis par la République de Malte. Donc, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est comment est-ce que l'Europe va pouvoir harmoniser une législation d'accueil des réfugiés avec des pays qui sont totalement opposés, d'autres qui sont favorables comme l'Allemagne pour des raisons économiques et qui ont déjà fait un tri, ou nous, par faiblesse, je ne sais pas, par habitude culturelle, je ne peux pas dire. Ça, c'est la première question. La deuxième question, Madame la chancelière de la République fédérale allemande a accueilli effectivement 850 000 réfugiés. De sa propre initiative, elle a accepté que ces réfugiés rentrent dans l'Union européenne avec des contraintes qu'elle avait tout à fait évaluées. La Pologne, la Hongrie, pour des raisons différentes, s'y sont complètement opposés. Donc la deuxième question, est-ce que l'Europe est capable, sur des questions de fond, de réfléchir en amont sur des décisions aussi importantes, sachant qu'elles touchent à la souveraineté des pays, et qu'on soit d'accord ou pas, la Pologne peut être tout à fait opposée à l'entrée des réfugiés chez elle. Donc c'est une question de fond sur tout ce qui nous attend avec l'islam radical, les mouvements migratoires. On parle de 80 à 85 millions d'Africains qui rentreraient d'ici 2050, selon les études des géographes. 250. Oui, alors peut-être, vous voyez, je suis encore un optimiste. Donc ces deux questions, est-ce qu'on peut mettre une législation en commun en sachant qu'on n'est pas d'accord du tout et on ne fait pas rentrer les réfugiés pour la même raison? Et deuxièmement, est-ce que des décisions doivent aller contre la souveraineté des pays membres? Merci. Alors, une question très, très intéressante, très, très complète. Vous touchez effectivement à des cœurs du processus de décision européen. Mais avant, juste deux remarques sur Turquie et Allemagne. La Turquie, je crois, s'est beaucoup servi, en tout cas la Turquie d'Erdogan, s'est beaucoup servi du bâton et de la carotte européenne pour faire des réformes, mais il ne le croit pas. Il n'est pas du tout dans une optique d'entrer dans l'Union européenne. Il en a fait son deuil. Il veut jouer au sultan, au calife du monde sunnite. Il est en concurrence avec les Saoudiens, etc. Enfin, c'est une histoire qu'on peut traiter par ailleurs, mais voilà, on en reparlera plus tard. Voilà. Donc ça, vous pouvez oublier. Côté allemand, effectivement, il y a un risque hein, avec cette montée là aussi du populisme qui est là. On peut espérer, on peut croire dans la sagesse malgré tout du peuple allemand jusqu'à présent qui a été
même s'il y a quelques erreurs qui ont été commises, l'ouverture des migrants de Mme Merkel aux Syriens, Afghans, etc., c'était une compensation par rapport à la mauvaise image qu'il y avait eu pendant la crise financière en Grèce, où on avait traité de nazis, etc., disant que c'était les Allemands qui serraient le robinet aux Grecs, et aussi parce qu'il y a eu cet accord avec la Turquie, des 3 milliards d'euros qui ont été versés par l'Union européenne pour que les Turcs bloquent un peu les réfugiés syriens chez eux. Donc c'était le pendant de cet accord. L'avenir dira ce qui se passera ensuite. Sur la question effectivement de l'immigration, je reviens toujours à mes amis du Conseil qui me disent, à chaque Conseil européen depuis 2015, question d'immigration et droit d'asile sur la table. Le constat des 28 est unanime. Il y a un problème. Ils sont tous d'accord. Avant, ils étaient parfait. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a l'accord de Dublin? Comme vous savez, l'accord de Dublin dit que c'est les migrants qui rentrent dans le premier pays européen qui sont pris en charge par ce pays. C'est la Grèce, l'Espagne, l'Italie. Et ils disent, ça va pas, on est surchargé. Le droit d'asile est un droit national, jusqu'à présent. Et donc, les États membres se sont rendus compte qu'il fallait fédérer cette réglementation, et c'est en cours d'ailleurs, pour dire il faut qu'on ait un droit d'asile européen. Sinon, si vous avez un droit d'asile différent entre la France, l'Allemagne, etc., ils vont naviguer et vous aurez des situations ubuesques. Donc, de nouveau, c'est la méthode communautaire, chère à l'époque aussi à Jacques Delors, qui il faut l'espérer, va l'emporter, parce qu'ils vont dire, à un moment, il faut qu'on se mette d'accord. Donc vous avez ce rapprochement pour arriver à un droit d'asile européen qui est en cours, qui va, j'espère, voir le jour cette année. Les 48 migrants à Malte, très intéressant. Ces pauvres gens, pendant 48 heures, pendant 3 semaines, ils ont été pratiquement baladés en mer, etc. Et le commissaire européen dit, effectivement, c'est pas très glorieux pour nous, mais il faut aussi que les ONG qui vont chercher les migrants en mer respectent les règles. Parce que si vous allez chercher, et il y a eu pas mal de problèmes en Italie, notamment à Lampedusa, si vous allez chercher des migrants potentiels dans les eaux libyennes, en faisant aussi, en étant l'instrument de trafiquants qui font payer, vous savez, le coût d'un migrant, j'ai travaillé pas mal sur l'immigration, si vous voulez, un migrant c'est 10 000 euros d'investissement. Si je suis Mamadou au Mali, si je veux envoyer mes enfants en Europe, c'est 10 000 euros que je vais payer, en moyenne. Donc c'est un investissement important que vous faites. Vous ne pouvez pas le perdre. Et donc, vous avez des trafiquants qui ont compris qu'il y avait une ressource extraordinaire et qui sont là et qui sont utilisés aussi, ou qui utilisent des ONG, certaines ONG, qui ont peut-être de bonne volonté, mais qui nous mettent en difficulté parce qu'ils font venir des migrants de façon illégale. Et d'ailleurs, je reviens sur les chiffres, depuis 2015 jusqu'à maintenant, les opérations européennes, la CNAVFOR, etc., en mer, ont permis de secourir 635 000 migrants en mer. 635 000 migrants depuis 2015. Par contre, les entrées illégales ont chuté, qui étaient à un moment 1,8 million. Elles ont chuté l'an dernier à 135 000. Ouais. Parce qu'il y a eu cet effort conjoint des États membres, notamment l'Espagne qui depuis longtemps a des accords avec le Maroc, pour justement contenir les migrants chez eux, mais aussi aider les pays tampons à mieux contrôler leurs frontières au sud, si vous voulez, pour éviter que cette masse de migrants parte. Et puis, l'élément moyen terme, long terme, c'est dire aux gens, vous êtes peut-être mieux chez vous, que partir à l'aventure à l'extérieur. Il ne faut pas oublier que la masse des migrations en Afrique se passe de façon intra-africaine. La plupart des migrants sont des migrants qui vont du Sahel vers le sud, vers l'Afrique du Sud, etc. Donc ce n'est pas uniquement une migration loin de là vers l'Europe. Donc il y a, et je reviens au côté multilatéral, qui est fondamental, parce que ça permet à ce moment-là de traiter d'un problème délicat ensemble avec les pays de l'Afrique du Nord et du Sahel, et ceux de l'Europe, si vous voulez. Mais ça suppose que les États membres, on revient toujours à la subsidiarité, c'est-à-dire que les États membres acceptent de faire une délégation de pouvoir pour dire on délègue au niveau européen cette formulation. Vous voyez, mais c'est un problème très délicat qui, je dis franchement, moi j'étais un peu surpris
de voir la façon dont ça a été finalement, où cette crise a été en grande partie désamorcée. Au bout de l'Européenne, hein, mais au niveau, si vous voulez, humain par rapport à ces vagues énormes, illégales, entrées illégales, il y a eu un sacré frein qui est donné avec des discussions entre les différents États qui sont très importantes. Après, on a un problème avec le Sahel. J'ai été invité à Oran, en Algérie, il y a un an, par les Algériens et l'Union africaine, parce que les Algériens, entre autres, mais aussi les Nord-Africains, sont très inquiets par ce qui se passe dans le Sahel, c'est-à-dire que vous avez eu le retour de tous les djihadistes d'Irak, de Syrie, qui ont trouvé qu'il y a un terrain de jeu fantastique dans le Sahel, parce que c'est immense, c'est dur à contrôler, que les dirigeants de ces pays sont souvent un peu, on peut dire, courts par rapport à ce qu'on pourrait attendre, corruption, mauvaise gouvernance. Vous avez également, comment dirais-je, les trafiquants de drogue qui sont alliés souvent aux terroristes. Vous avez en face des terroristes qui sont très bien formés au point de vue militaire, au point de vue idéologique, et qui contrôlent très bien les réseaux sociaux qui sont chez eux, ils ne connaissent pas les frontières. Alors que les services de renseignement de ces pays, Mali, etc., ont passé des années à surveiller le concurrent à la présidentielle et ont complètement délaissé tout ce qui était le réseau mafieux. Donc il y a, les Algériens me disaient, si le Sahel est déstabilisé, ça monte chez nous, mais ça va aussi aller chez vous. Bon, c'est un jeu, c'est aussi un double jeu algérien aussi, hein, ils ont leurs intérêts, etc. Bon. Mais néanmoins, objectivement, il y a un problème. Donc, si vous voulez, tout ça, et ça rejoint aussi ce que vous disiez sur l'influence des religions, les religions donnent l'histoire ou au contraire, obstacle fourni gratuitement par l'histoire. Enfin, donc voilà, c'est un enjeu très important, mais qui est traité, je trouve, de façon finalement plus intelligente que ce que je craignais au début, personnellement. Antoine? Moi, j'avais juste une question sur la voix de l'Europe. Il nous semble que bien souvent, l'Europe ne parle pas. Elle ne s'explique pas au peuple. Ouais. Elle ne dit rien. Et on entend quelquefois, par la voix de quelques politiciens français, parler de l'Europe. Mais ça peut être en bien, ça peut être en mal, ou ça peut être le minimum. Quels moyens a-t-on pour donner une voix à l'Europe? Alors, votre serviteur était à Paris quand on a lancé le débat sur le projet de constitution. À l'époque, c'était Michel Barnier qui était, je crois, aux affaires étrangères, Claude Guéneret était aux affaires européennes, et le premier débat sur l'Europe, avec Catherine Lalumière, qui est l'ancienne, se passe à Tours chez Don Dieu de Navarre. On fait un débat très sympa. Le lendemain, M. Chirac a appelé Michel Barnier, a dit vous arrêtez, pas de débat sur l'Europe. Donc, et on a arrêté en France le débat poussé par le gouvernement, il y a des associations qui ont fait des débats. Mais pour vous dire, et quand il y a eu le non-référendum, j'étais toujours à Paris et j'ai voulu organiser des groupes de réflexion avec M. Ortoli notamment, qui est décédé, l'ancien président de la commission, Catherine Lalumière, Claude Guéneret, des politiques et aussi des gens des ONG, etc. Et je reçois un coup de téléphone de mon ami qui était au cabinet Chirac, Charles Fries, qui est un très bon copain, qui me dit Yves, c'est quoi cette histoire de débat, de conférence que tu fais? Pour nous, il faut que tu saches une chose, c'est que le débat sur l'Europe est clos. Et je lui dis, mon cher Charles, si on fait un débat société civile, il me dit bon, ça passera. Il m'a pas, on était très très amis, donc il m'a pas embêté. Mais pour vous dire à quel point ça allait, ce sont des exemples ponctuels. Pour le reste, vous regardez comme moi de temps en temps, je pense malheureusement à la télévision. Est-ce qu'on parle du Congo, des élections, du Gabon, coup d'État, de la Syrie, du Mali? C'est Gilets jaunes et Benalla. C'est ça. Comment voulez-vous que vous arriviez en disant « Ah, j'ai un truc génial, on a fait quelque chose pour l'Europe, on va discuter du droit d'asile, par exemple. » Vous faites balayer. Et si vous voulez, c'est compliqué. Et c'est dramatique. En plus, les politiciens
ce que j'ai entendu en tous les cas, à part quelques-uns, quelques rares exceptions près, ils étaient à Bruxelles, ils disaient oui, et puis quand ils rentrent en France, ils disaient c'est la faute à Bruxelles. J'ai pas ce que dire. Donc, oui, mais il faudrait peut-être que Bruxelles s'exprime. Oui, mais alors, regardez le cas de la directive service. Après, je finis juste là-dessus que je te passe. La directive service. Vous savez, quand une directive service qui a été passée en 97, c'est Jacques Barrot, que Jacques Barrot l'avait passée sur le détachement des travailleurs. Et M. Bolkenstein, Frankenstein, comme disait Arlène Chabot sur Antenne 2, M. Bolkenstein, francophile, un homme charmant par ailleurs, ajuste cette directive et ça passe en collège des commissaires. Alors, quand vous passez en collège des commissaires, vous avez fait une proposition et je ne suis pas d'accord avec elle. Mais je sais que si je propose des amendements, vous n'allez pas les accepter peut-être, et on mettra ça au vote, et je vais perdre. Donc, soit je propose quelques amendements légers, soit je ne dis rien. Et quand la directive Bolkenstein est passée en collège des commissaires, on avait 2 commissaires français, Michel Barnier et Pascal Lamy. Et Michel Barnier m'a dit, on ne s'est pas opposé parce qu'on savait que si on allait vent debout contre ça, il mettait ça au vote et on perdait. Donc on a réussi à avoir quelques aménagements. Donc vous voyez, là aussi c'est du compromis entre États et personne ne va vous l'expliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne va vous dire... et vous allez voir la presse n'a pas envie d'entendre ça. Elle veut du saignant, elle veut l'affaire Cresson, elle veut le dentiste, oui, le dentiste Mme Cresson, elle veut du truc. On attaque Juncker en permanence pour ceci, cela, mais on ne parle pas effectivement de réussite. On ne dit pas que 80% de ce qui nous gouverne, c'est dû à l'Europe. Que le double coque pour les bateaux, c'est grâce à l'Europe. Que les ceintures de sécurité, c'est grâce à l'Europe ou à cause de l'Europe. Donc, et ça ne branche personne, malheureusement, dans la presse. C'est un constat que j'ai malheureusement fait aussi quand j'ai passé les 5 ans après. Il y a mon ancien collègue, M. Julie. Oui, j'ai été l'un des membres du porte-parole de la commission. Et cette question que vous posez est fort judicieuse. Vous la posez tous les jours. Tous les jours. Voilà, j'ai été pendant 5 ans membre du service du porte-parole de la commission. Et notamment le porte-parole pour l'agriculture et pour l'environnement, et également pour la politique commerciale. 3 politiques très importantes. Je l'explique tous les jours, le service du porte-parole se posait la question de savoir comment nous allons présenter les mesures que nous prenons. Comment nous allons bien les présenter aux Européens, pour éviter justement toutes ces fake news, etc., les bananes courbes et tout ce que vous connaissez. Bon. Et ce que je vais vous expliquer, c'est ce qui se passait à la suite des conseils européens. J'ai assisté à de très nombreux conseils européens, par exemple ceux où on prenait des décisions sur les prix agricoles, qui étaient des décisions extrêmement difficiles et qui ne pouvaient être prises que par consensus entre tous les ministres, sous la houlette de la Commission. Bon. Le conseil s'est passé, il durait très longtemps, les prix agricoles, 2 jours, 3 jours à Luxembourg. Finalement, les ministres tombaient d'accord. Et à ce moment-là, mon commissaire, le commissaire agricole, allait en salle de presse et il me disait « Tu m'organises une conférence de presse pour présenter évidemment ce que nous avons fait. » Nous n'avions pratiquement aucun journaliste qui venait. Ouais. Les journalistes allaient immédiatement en salle de presse nationale, devant leurs ministres nationaux. Oui, absolument. Et comment les ministres nationaux présentaient l'accord? Ils le présentaient comme une victoire pour eux, en disant nous avons obtenu ça, ça et ça contre les autres. Et idem pour les autres. Et on est confronté, malheureusement, on est confronté en tant que porte-parole à ce problème. Donc comment voulez-vous capturer une parcelle d'écoute des citoyens européens, qui ce sont les États membres qui immédiatement, pour des raisons purement politiques, nationales, tirent à eux immédiatement la couverture après un Conseil européen. Et malheureusement, c'est tout l'état d'esprit de l'Europe que tu expliquais au départ, de l'Union européenne, de ce que vous voulez faire, d'une Europe solidaire, court terme, qui est balayée par une position, comment dirais-je, partiale des États membres. Voilà, alors, tant que les États membres n'auront pas compris ça, eh bien, ça sera impossible de faire une véritable, comment dirais-je, éducation des citoyens européens. Parce que, autre chose, excuse-moi, mais je veux dire aussi autre chose, je peux respirer. Les décisions que nous prenons au niveau européen, qui sont souvent mal comprises par les citoyens, si elles n'étaient pas prises
par l'Union européenne, elle serait prise par les États membres individuellement. Parce que quand vous voulez protéger la sécurité du consommateur, vous êtes obligé de prendre parfois des décisions qui sont difficiles et qui ne sont pas admises par d'autres. Et bien, maintenant, c'est Bruxelles qui les prend. Alors, automatiquement, on tape sur Bruxelles. Mais si ensuite il y a un problème, on va dire « Ah oui, la santé n'est pas bien garantie parce que Bruxelles n'a pas pris ses décisions. » Donc, c'est un peu une quadrature du cercle, si vous voulez. Et c'est quelque chose de difficile, mais on n'a pas trouvé la solution, mais j'espère que on a trouvé nos successeurs vont la trouver, j'espère. Pour la Quadrature du cercle et la pille, hein, 3, 14, 150. Mais pour revenir à ce que disait aussi Bruno, mon ancien collègue, et j'ai oublié de dire tout à l'heure, et pour rejoindre la question sur les 3 cercles et les valeurs européennes, il y a eu aussi en 1993 les processus de Copenhague qui précisent les conditions pour entrer dans l'Union européenne, c'est-à-dire il faut un état de droit, une démocratie, une économie sociale de marché et prendre des acquis communautaires. Donc ça c'est depuis 1993, vous avez ces éléments, de cadrage, qui sont des conditions préalables pour entrer dans l'Union européenne et qui ont évolué aussi au cours des années. Si vous permettez, je vais parler d'une anecdote, parce que je reste persuadé que l'homme-femme, et vraiment on reste au centre parfois d'évolution. Et lorsqu'il y a eu le projet de constitution avortée, on était tous, pour les pro-européens, un peu oui, on était fort marie, hein, parce que on savait que le nom c'était motivé par des noms à De Gaulle, par De Gaulle à Chirac, pardon. On voulait faire payer sa victoire d'avant contre Le Pen. Il avait gagné par 80-20% au deuxième tour, donc on ne pouvait pas faire un plébiscite pour lui. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait que les gens n'ont pas voté spécialement sur le projet lui-même, c'était plus pour d'autres raisons. Le côté, voilà. Mais bon, ça c'est une vieille histoire. Et donc le projet est coincé, les Anglais se régalent. Enfin, oui, alors, Blair aussi était passé voir Chirac en disant je vais faire un référendum sur l'Europe. Mais sans préciser de date. Chirac est tombé dans le panneau, il dit ah, j'en fais un, mais lui a précisé la date. Et donc on a fait ça le boulot pour les Anglais. Bon, je fais la première parenthèse. Deuxième parenthèse, donc Sarkozy est ministre de l'Intérieur et on lui rend visite avec M. Barroso, qui était le président de la commission, Jean-Claude Thébault, un collègue qui est décédé malheureusement aussi, qui était chef de cabinet adjoint, votre serviteur, et en face on avait Fillon, donc il y avait Fillon, Barroso et Martinon qui était le porte-parole à l'époque. Ici il y avait donc M. Sarkozy, je m'excuse, et votre serviteur, et puis à droite Jean-Claude Thébault. Le déjeuner se passe, ça dure 1h30, 1h27 de monologue de Nicolas Sarkozy, qui dit à Barroso, Manuel, j'ai parlé à Tony. C'est le même jour, ce déjeuner, c'est le même jour, au cours duquel se tenait une réunion à Madrid en Espagne, sous présidence allemande, avec Mme Merkel, avec les 18 chefs d'État qui avaient déjà ratifié le projet de constitution. Et Nicolas Sarkozy dit à Barroso, j'ai parlé à Tony Blair, à Tony, il est d'accord pour qu'on fasse un truc plus simple, tiens, on va faire un truc plus simple, etc. Alors Barroso lui dit, mais est-ce que tu vas parler en Angela Il dit non, mais elle va être d'accord, on va arranger ça, etc. Alors bon, tiens, c'est intéressant. Et puis de toute façon, je vais être élu président de la République. Après, j'aurai un parlement à moi. Mais après, je vais te voir à Bruxelles. Je ne vais pas en Allemagne, je vais à Bruxelles te voir. Et on fait cette constitution, alors on fait ça, etc. Et puis, je vais faire aussi une union pour la Méditerranée. Tu sais, comme toi, avec des commissaires. Tu sais, des commissaires du Sud. On sort de là, et M. Barroso me dit, surprenant. J'ai dit, oui, monsieur le Président, surprenant. Mais il a été élu président, il a eu le Parlement, il est venu à Bruxelles avec son équipe, il y avait à l'époque Kouchner, etc. Et il demande, c'est Jean-Claude Petit, qui est le directeur général du service juridique à la Commission, et Sarkozy dit, il faut le truc le plus court, toujours le plus court.
Alors, M. Barroso dit à M. Petit, c'est quoi le plus court? Il dit, c'est 2 articles, M. le Président. Il dit, on va plus drôle. Bon. Et donc, ce projet est parti de là, et c'était intelligent parce qu'il a, M. Sarkozy a pu récupérer Tony Blair, qui a convaincu les 6 pays qui avaient voté contre, c'est les Tchèques, etc., de revenir sur ce traité de Lisbonne. Et si vous voulez, c'est là où, parfois, je reviens, si vous avez une volonté politique, il faut espérer positive, vous pouvez faire bouger les choses. Si vous les bloquez, vous pouvez aussi effectivement complètement plomber les choses. Donc, moi, ce qui m'a semblé très fort, c'est que, en dehors du côté institutionnel, etc., le poids de l'être humain est fondamental. Et l'empathie que vous pouvez avoir et créer avec d'autres collègues est fondamentale pour débloquer les choses, pour les faire avancer. Ce qui fait qu'on doit rester humble et essayer de faire avancer les choses. Bien. On va clôturer. Merci encore Yves, c'était remarquable, on a eu une bonne séance très animée.